enveloppe de 150 000 francs CFA pour aller se reloger ailleurs. Mais comme nous l'avons suivi dans ce reportage, des inquiétudes quand même qui planent sur ces situations, le délai des travaux et la suite aussi pour ces étudiants. Oui, merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez dit, j'ai été sur les lieux pour discuter un peu avec les étudiants sur cette question. Et il m'a été rappelé que le président de la République en 2022 sur l'état de la nation avait précisé ou encore démontré sa volonté à pouvoir rénover les campus de l'université Mariam Gouabi. Et suite à cela, les étudiants devraient être mis dehors, mais avec des bonnes dispositions mises à leur disposition pour qu'ils puissent avoir une bonne suite pendant et après la rénovation. Mais malheureusement, des mesures d'accompagnement, exactement. Et c'est en août, en fin août, début septembre, que les étudiants sont notifiés Comment ils ont été notifiés? Il n'y avait d'abord pas une note officielle. C'était de bouche à oreille qu'il fallait quitter les lieux parce qu'il fallait rénover et une enveloppe devait être donnée de 150 000 francs. Et l'inquiétude ou encore les inquiétudes seraient d'abord, ils ont loué l'initiative parce que les prédécesseurs ont sûrement milité pour ça, qu'elle était bonne, mais des conditions de vie de ces étudiants. Exactement. Mais malheureusement, c'est la pratique, au fait, de cette note qui n'a pas été peut-être pas bien mise en œuvre. Donc, la question est, qu'est-ce que les étudiants seront pendant qu'il y aura rénovation? Avec les 150 000, c'est une caution qu'ils doivent payer, c'est un loyer de combien de mois? Et aussi, qu'est-ce qu'ils seront devenus après la rénovation? Parce que c'est toute une vie. Certains d'entre eux reviennent d'autres villes en dehors de Brazzaville qui n'ont pas peut-être des parents ici et qui n'ont pas des moyens adéquats pour survivre à cette information qui devrait, que je souhaite vivement que ça soit revu avec des personnes ou encore des représentants de ces étudiants pour une meilleure mise en œuvre de ce qui a été dit par le président en décembre 2022. Voilà. Crépin Kéousso, ancien deuxième vice-président. Vice-président national de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo. On sait tous aujourd'hui que la bourse n'est plus disponible. 150 000 francs, c'est vrai que c'est un chiffre, mais c'est l'après qui pose problème pour ces étudiants, d'où ces inquiétudes d'ailleurs que nous avons suivies dans ce reportage. On sait aussi que la majorité des étudiants à l'université Mariam Gouabi sont issus des familles très modestes, proviennent pour la plupart de l'intérieur du pays, mais la survie à Brazzaville serait difficile. C'est l'après qui pose problème. C'est vrai que la rénovation, l'idée est bonne en soi, mais c'est l'après, l'avenir de ces étudiants-là, les accompagnements. Merci. Encore une fois de plus pour la parole. Je tiens à louer cette politique qui est mise en œuvre par la ministre de l'Enseignement supérieur, qui déjà, pour rappel, l'idée de rénover les campus, c'était vraiment l'un de nos cahiers de charges en qualité de... À l'époque, nous fûmes à la tête de l'ULECO, parce qu'on a beaucoup milité concernant ces conditions de vie au niveau des campus de l'université Mariam Gouabi. Et là aussi, lors du discours du président sur l'état de la nation, le président a souligné qu'il devait avoir rénovation des campus. Il suffit quand même que ces étudiants de l'ENAM sont à la veille de la rentrée académique. Mais effectivement, aujourd'hui, tel que les choses se passent, ça veut dire qu'il y a une enveloppe qui a été déjà préparée de 150 qui était déjà préparée de ça. Non, je parle de l'enveloppe pour la rénovation de ces campus-là. Donc, il y a un délai. Donc, il faut voir peut-être un délai. Maintenant, l'enveloppe qui sera remise au niveau des étudiants, c'est là où le bas blesse. Parce que si la durée des travaux peut arriver peut-être autour de 3-4 ans, ça veut dire que ceux qui sont au premier cycle vont déjà finir. N'est-ce pas? Donc, ceux qui sont en licence vont finir, même ceux de master aussi. Donc, ils vont déjà finir. Ça veut dire qu'ils n'auront plus leur place au niveau du campus. Maintenant, il y a quelque chose aussi qu'il faut relever. On a eu peut-être à sélectionner les 293 étudiants au niveau du premier campus qu'on va rénover. On a tenu compte. On a parlé avant de réaliser ce plateau. Mais aujourd'hui, avec le collectif, un des étudiants du collectif de ces étudiants. Compusa. Ok.
Mais aujourd'hui, il faut relever aussi ce fait. Vous pouvez faire circuler votre caméra au niveau des campus. Vous allez voir que, vous allez vous apercevoir que il y a certains étudiants, je dis certains étudiants, qui ont eu à finir leur cycle. Qui sont aujourd'hui anciens étudiants. Qui sont aujourd'hui anciens étudiants. Mais qui continuent toujours à résider dans ces campus-là. Il y a eu, je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire, il y a eu des moments où, si je me trompe pas, il y a eu des moments où nous avons des discussions franches avec le ministère de tutelle concernant les étudiants qui y résident, qui ont déjà fini avec leur cycle, mais qui ne veulent plus quitter. Et ces étudiants ont transformé. Comment est-ce qu'ils faisaient? Vous voulez. Donc, ils faisaient même louer leur chambre aux nouveaux étudiants. Aujourd'hui, il y a des activités génératrices de revenus qui sont en train de faire au niveau du campus. Donc, s'il y a un délai, s'il y a peut-être une sélection, on essaie de regarder les années antérieures, ceux qui ont déjà peut-être fini. Moi, c'est sur cet angle-là que je trouve. Mais l'inquiétude des étudiants du campus sont fondées parce que nous connaissons bien le Congo. Enveloppe de 150 000, il y aura peut-être quelque part des injustices. Certains pourront avoir et d'autres ne pourront pas aussi l'avoir. Donc, pour nous, je trouve que c'est vraiment judicieux que le gouvernement, donc par l'entremise du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'il y ait un dialogue avec les représentants de ces étudiants-là. Donc, je parlerai de l'ULECO, le MEC, etc. Justement, je tiens à vous rappeler, à l'heure où nous tournons cette émission, parce que le délai de déménagement, c'était prévu pour le 20. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous tournons cette émission, les étudiants sont encore au campus, mais non, il y a des pourparlers qui ont été engagés entre ce collectif parce que pour revoir les modalités et aussi de revoir la composition de la liste avec le ministère de tutelle, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur. C'était la précision que je tenais à faire. Chris Gondounou, c'est bien de rénover le campus, mais c'est mieux les mesures d'accompagnement. 150 000 francs, ils vont aller trouver des logements d'abord où... Bien, mais prime abord, je voudrais noter avec satisfaction la volonté des décideurs de réhabiliter les résidences universitaires. Parce que nous savons... l'université Marion Ngouabi, parce que ceux de Denis Sassou Nguesso sont quand même dans les meilleures conditions. Oui. Il faut nous savons très bien les conditions dans lesquelles baignent souvent les étudiants résidant dans l'insalubrité, dans le campus, dans les campus de l'université Marion Ngouabi. Bon, quant à la question de la bagatelle somme de 150 000 francs qui, vu la cherté de la vie aujourd'hui, raison fondée, c'est une somme qui est difficile vraiment à trouver de quoi se reloger. Et je voudrais par là apprécier un fait. Le délai de relogement a été fixé normalement le 20 septembre. Mais si aujourd'hui, ils sont pas toujours relogés ou chassés, ça veut dire que, je crois, que les décideurs ont entendu le cri de cœur des étudiants. Justement, après la médiatisation, après le reportage. Au campus. Pourquoi? Parce que ce serait pas bien de forcer un passage, par exemple, de délogement, parce que, sachant dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais au-delà de cela, il nous souviendra. Des années antérieures, par exemple, pour le campus impérial, et à cette époque-là, il faut aussi souligner que le pays avait quand même une situation financière. Ancien étudiant de l'université, vous avez vécu aussi au campus? J'ai pas eu cette chance-là. Voilà, j'étais encore heureusement, malheureusement. Voilà. Puisque c'est une chance parce que nombreux qui vivent à l'Iterland, parfois qui n'ont pas de famille. Ouais, donc ces campus les permettent quand même d'un lieu sûr. Voilà. À l'époque, le pays avait une situation financière stable, mais l'enveloppe était quand même consistante. Voilà. Aujourd'hui, peut-être que les conditions financières sont assez difficiles. Voilà pourquoi les décideurs ont pensé attribuer la somme de 150 000 francs. Mais dans la réalité... Qui va les aider à payer le loyer pendant combien de temps? Voilà pourquoi. Puisque, vu la cherté de la vie aujourd'hui, trouver une caution, s'acheter un matelas, peut-être un petit réchaud, de quoi payer ce logement, c'est assez difficile. Voilà pourquoi je pense que au-delà de cette initiative, nous avons d'autres logements. Nous avons par exemple les logements sociaux de Kintélé.
ça peut être une alternative, pour aller les reloger, mettre à leur disposition, en attendant que leur campus soit rénové. Voilà, mettre à leur disposition, par exemple, un bus qui fera la navette. Oui. Ce sont des pistes de solutions. Maintenant, j'aurais appris, je parlerai au conditionnel, d'après certains bruits de couloir, la durée des travaux serait de 3 mois. De 3 mois. De 3 mois. Donc, mais on aurait pu le faire pendant les vacances au lieu d'attendre la veille, par exemple, de la rentrée académique pour lancer ces travaux. En réalité, cette somme servirait d'attendre durant la période de 3 mois. Là encore, je parle au conditionnel parce que faut bien vérifier les sources. Donc, je pense que maintenant sur la question du nombre, parce ça fait quand même mouche lorsqu'on lit les réseaux sociaux. 291 ou 96. 93. Moi, je suis d'accord avec monsieur Crépin qu'il y a certains qui ont fini. C'est de la même manière que dans le foncier, par exemple, des occupations anarchiques. Mais aujourd'hui, le problème, c'est vrai qu'il y a les inquiétudes parce que les étudiants ont été un peu surpris par cette nouvelle. Mais pourquoi ne pas engager, le ministère n'a-t-il pas engagé les discussions avant, les informer par une note officielle et de dialoguer avec le syndicat? Il y a le MEC qui est là, il y a l'ULECO et puis ces étudiants-là, aujourd'hui, se sont constitués en collectif, de dialoguer avec eux pour les rassurer. Les inquiétudes planent plus au niveau de l'incertitude. L'après, l'accompagnement, nous serons dehors, mais après, qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, mais sur les réseaux sociaux, j'ai lu le discours, je crois, du collectif, ce collectif s'est adressé au chef de l'État, qui est garant des institutions de la République et le chef de l'État. Et nous osons croire qu'en père de famille, le chef de l'État donnera des instructions qui ira dans le sens d'améliorer. Puisque si le chef de l'État, dans son discours, avait parlé de la réhabilitation des résidences universitaires, parce c'est une question qui prend à bras le corps pour rénover. Justement. Mais après, il y a eu quand même une grande période après entre le discours du chef de l'État et aujourd'hui que le ministère tombe dans l'application, mais il y a eu aussi une période de vacances à l'université Marion Guabe. Le calendrier académique n'est pas toujours respecté. Pourquoi le ministère, vous avez eu assez de temps de parole, Christian? Parce que vous m'avez beaucoup interrompu, ce qui ne m'a pas permis de suivre la logique de mon raisonnement. Je voudrais rappeler quand même que il faut noter l'État a le monopole de la violence. L'État est un monstre froid. Si les décideurs avaient voulu qu'ils soient délogés, ils pouvaient le faire puisqu'ils disposent des moyens. Mais jusqu'aujourd'hui, les étudiants sont au campus. Ça prouve que leur cri de cœur les pourparlers sont engagés avec le ministère après la médiatisation de cette histoire. Je voudrais quand même finir mon raisonnement. Ça prouve que le cri de cœur n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les décideurs ont compris l'inquiétude parce que les décideurs connaissent la cherté de la vie aujourd'hui à Brazzaville et nous osons croire que les mesures d'accompagnement adéquates seront allouées pour que ces étudiants-là soient relogés dans des bonnes conditions et que la durée de 3 mois soit vraiment tenue rigoureusement. Mais on va quand même explorer avec vous les pistes de solutions proposées tout à l'heure par Chris Gondounou, les reloger par exemple dans les logements sociaux de Pila, de Kintele. Ce sera une très belle solution. Oui. Et aussi, suite à cet événement, suite à ce problème, je pense que ça serait quand même responsable de notre part en tant que pays, en tant qu'une nation, de maintenant commencer à faire des choses avec beaucoup plus de proactivité. Parce que si du délai où, le temps où le président a parlé, il a démontré sa volonté politique à changer les choses et qu'il y avait peut-être un noyau de discussion, de réflexion, on serait peut-être pas arrivé là. Donc, on peut mettre à disposition les sites. En mettant à disposition les sites, comme il a proposé Monsieur Chris, on aurait un problème de transport qui peut aussi être réglé, mettre à disposition les bus. Mais toutefois, ce qui serait aussi mieux, c'est que dans les pourparlers, pendant qu'ils sont en train d'être engagés, de clarifier avec eux le délai. Parce que lui, il a dit c'est dans le bruit du couloir, donc on ne sait pas si c'est vrai. C'est l'incertitude. Exactement. Donc si le ministère pourrait mettre à disposition
ou encore on parlait avec les étudiants pour leur dire exactement, ça ferait 3 mois, et avec eux qui puissent réfléchir ensemble. Pendant ces 3 mois, en vous mettant dans ces sites, qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Parce que c'est eux qui vivent la chose, au fait. Faudrait donner la responsabilité à l'étudiant de penser à lui-même. Comment est-ce qu'il peut trouver ses propres solutions? Donc moi, je proposerais au ministère de parler clairement avec les étudiants, comme s'ils parlaient avec des collaborateurs. Voici ce que nous proposons. Est-ce que ça serait mieux? Parce que si on est loge à Kintele, je suis d'accord, mais l'école, à quel moment ils vont se réveiller pour arriver provisoirement pour régler, pour éviter les inquiétudes, les incertitudes autour de leur déménagement? C'est provisoire que ces étudiants seront relogés le temps de la rénovation, la disponibilité de leur campus. C'est une très bonne pensée, vous savez, mais il faudrait pas qu'on puisse vraiment trop rêver là-dessus et qu'on soit réaliste. Pila était là, Pila est là, et Pila sera sûrement là. Maintenant, si ça peut provisoirement aider les étudiants, nous sommes d'accord, nous accompagnons. Mais toutefois, moi, je souhaiterais de tout cœur que le ministère, avec les étudiants, qui puissent, qu'on appelle brainstorming, réfléchir ensemble. Pila est là, qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Parce que quand qui dit Pila dira acheter les matelas, est-ce que si on les loge là-bas, ils auront toujours droit à 150 000? Point d'interrogation. Est-ce que si on les loge là-bas, est-ce qu'ils vont prendre en charge, disons, ils vont acheter tout ce qui va avec pour 3, bon, si on suppose que c'est 3 mois, pour 3 mois, est-ce qu'ils vont accepter encore d'acheter les matelas? Bon, s'ils achètent aussi, c'est bien parce que la rénovation va demander qu'on ait aussi les mêmes outils. Peut-être ils vont ramener ça là-bas, ça serait même mieux. Si on prend par exemple les sites qui sont disponibles, meubler ces sites, et quand ils vont finir avec la rénovation, ramener juste le matériel au niveau des campus, je pense que ça sera une idée idéale. Mais toutefois, que les étudiants et le ministère puissent réfléchir pendant et après la rénovation, qu'est-ce qu'on devient et quelle est la responsabilité partagée des étudiants et aussi des décideurs. Voilà. Mais les étudiants actuellement sont plus dans la position, ils subissent un peu. C'est vrai, mais toutefois, en parlant, ça fait appel à une négociation, parce qu'il faut pas rester dans l'état de l'émotion du subi. Il faut réfléchir. Il faut rebondir devant une situation. On va pas rester toute la vie à réfléchir. Ok, ben là on lui donne le pouvoir au fait de dire qu'est-ce que tu veux. En tant qu'un homme responsable, une femme responsable. C'est aussi, Jenny Lefoba, c'est aussi le travail que devrait en réalité faire le syndicat des étudiants. Normalement, et je suggère, ou je proposerais que cette structure puisse maintenant, vous avez milité, ce que Monsieur Crépin dit, vous avez milité, est-ce que vous avez après aussi eu à réfléchir sur comment est-ce que cela devrait être fait pour proposer au gouvernement? Parce qu'il ne faut pas militer et puis si on vous donne une opportunité, vous n'êtes pas à mesure d'appliquer votre ce que vous revendiquez. Donc s'il y a un conseil, il devrait aussi être proactif. On attend le rôle parce qu'il y a des inquiétudes, les étudiants se posent de quel côté se trouve le mec et l'écho. Est-ce que vous travaillez, vous êtes des caisses à résonance du ministère? Est-ce que vous représentez réellement les intérêts des étudiants? C'est là. Bien sûr, nous représentons les étudiants. Je prie fort, nous représentons les étudiants. Nous sommes pas pro de tel ministre ou tel ministre, non. En fait, le problème, c'est, lorsque nous partons, nous sommes objectifs. On veut rencontrer, nous avons un cahier de charges, nous discutons ensemble avec le ministère. C'est au ministère, le ministère, c'est un décideur. Nous venons solliciter. Nous ne venons pas pour imposer. Nous venons pour solliciter auprès des décideurs. Donc, c'est aux décideurs de nous dire, de nous clarifier, de nous donner les orientations, comment est-ce qu'il faut faire avec les étudiants. Mais dès lors que, concernant la situation des campusards, des étudiants en campus, si, par exemple, les structures estudiantines ne sont pas informées, nous ne devons pas imaginer en lieu et place du ministère pour aller donner les informations auprès des étudiants. Madame Jenny venait de dire tout à l'heure que cette information n'était pas officielle. Donc, c'est peut-être de bouche à l'oreille que les étudiants ont reçu cette information. J'ai parlé au téléphone avec le président de l'exercice de l'éco. Oui. Donc, il a rassuré que les étudiants sont pour parler avec eux-mêmes, lui-même est en contact avec le ministère. Tel que nous sommes là, nous partons, nous sommes plus en exercice, mais en partant, nous laissons, c'est comme on dit, l'administration, c'est une continuité. Donc, nous avons laissé pas mal de projets, pas mal de cahiers de charges avec le gouvernement. Donc, c'est à ceux qui nous ont remplacés de pouvoir suivre ces traces-là.
Est-ce que le fait d'être syndicaliste au niveau de l'université Marien Ngouabi, ça vous permet simplement votre positionnement futur? Est-ce que ce sont pour des besoins de positionnement ou encore servir réellement aux intérêts des étudiants? Non, c'est pas question de positionnement. C'est pas question de positionnement. Réellement, vous savez qu'il y a des choses qui se sont passées au niveau de l'université, que nous avons milité, que nous avons lutté. Et que nous avons mis fin... Ces problèmes et les solutions, les effets de votre militantisme, qu'est-ce que ça a apporté? Nous sommes arrivés à un stade où nous avons, concernant les calendriers, par exemple, des examens au niveau de l'université Marien Ngouabi. Le règlement intérieur de l'université Marien Ngouabi stipulait que les examens devaient être publiés avant la rentrée, par exemple, effective de l'année académique. Mais dès lors qu'on faisait composer les étudiants par, j'ai oublié le terme, par anticipation, par exemple, vous avez composé, mais vous ne connaissez pas vos résultats, mais on vous fait encore composer. Mais nous avons arrêté. Je prends le cas, par exemple, à Bayardel, nous arrivons, la STC a subi ce même cas, le département de sociologie a subi le même cas, nous sommes arrivés, les étudiants nous ont informés, nous arrivons sur place, on vérifie la situation, c'est réel, on dit les examens ne vont pas se tenir. Et nous avons eu à discuter avec, à l'époque, la chef de la scolarité, avec l'ancien doyen de l'université, l'ancien doyen de Bayardel, par exemple. Nous avons discuté longuement, et le secrétaire académique. Les solutions, les traces, donc aujourd'hui, le syndicat n'est pas là justement pour sa position, mais il est là pour défendre les droits et intérêts des étudiants. Généralement, les étudiants disent c'est une porte d'entrée à la fonction publique. Hein, lorsque vous êtes syndicaliste, du coup, votre recrutement au niveau du ministère est garanti. Certains d'entre nous ne sont pas intégrés à la fonction publique. La parole à Chris Gondounon à la fin de l'émission, c'est votre dernier mot, conclusion. Trouver des solutions, c'est un problème en réalité. C'est un problème, une situation préoccupante que vivent ces étudiants. Bon, en guise de dernier mot, je voudrais lancer un appel à ces étudiants qui sont dans les campus, dans le campus aux étudiants, pas au ministère. Ben, j'ai pas encore fini. Je commence à peine déjà. D'accord. Voilà. Je voudrais lancer un appel d'abord aux étudiants résidents du campus ENAM. Votre situation est difficile aujourd'hui, vu la cherté de la vie à Brazzaville. Et j'ose croire que votre cri de cœur a été entendu par les décideurs. Ce que je voudrais vous inviter, c'est de continuer dans votre démarche de pourparler, de pacifiste, de ne pas tomber dans la récupération politique, de ne pas tomber dans des couloirs obscurs, parce que il s'agit de votre condition de vie, il s'agit de votre avenir. Vous avez engagé les pourparlers, continuez sur cette voie-là, ne cédez à rien, restez droit, debout sur vos bottes, que les politiques ne fassent pas une récupération de contestation de quoi que ce soit. À l'endroit des décideurs, la situation des étudiants résidant au campus l'ENAM est une situation qui préoccupe vos actions. Et nous osons croire que votre volonté de réhabiliter le campus ENAM sera une volonté réelle et qui va se poursuivre avec la réhabilitation des autres campus, étant donné que de l'autre côté également, les conditions sont à améliorer. Je lance également un appel à tous les acteurs. Chacun de nous a le devoir de sensibiliser. Chacun de nous a le devoir de se conformer aux textes et règlements de la République, puisque tous nous aspirons à une vie estudiantine meilleure, puisque dans notre vie antérieure, nous l'avions également été. Donc, soyez en conformité avec les textes, soyez dans les pourparlers et les décideurs agiront. Je vous rappelle, Chris, hein, comment vous êtes dans une structure apolitique, mais un message très politique. Politique, non. Un message très, voilà, donc le message est... La sensibilité, oui. Voudrait que, en regardant la caméra, nous adressons à nos jeunes frères. En tout cas, oui. Voilà, parce oui, que, message, qu'ils ne doivent pas surtout céder.
à la récupération politique. D'accord, le message est très bien passé. Aujourd'hui, c'est la communication. Aussi, le ministère doit communiquer de façon claire. L'inquiétude est plus partie de la non-communication. Le ministère n'a pas assez communiqué sur ce sujet. Génie. Exactement. Moi, mon message ira d'abord aux décideurs. Parce que nous avons accepté d'être dirigés par vous parce que nous croyons que vous pouvez bien mesurer les responsabilités qui sont les vôtres. Et nous, la société civile, nous accompagnons tout en veillant sur ce qui devrait être et ce qui devrait être mieux. Pour cette situation de l'ENAM, et sûrement la rénovation ira d'un campus à un autre, je vous propose et suggère fortement ou peut-être vivement que vous soyez un peu plus proactif. Quand un décret est donné ou une information d'un niveau présidentiel est donnée, s'il vous plaît, en tant que société civile, je parle au nom de la société civile, serait de déjà, pourquoi pas les 24 heures qui suivent l'information, réfléchir sur la faisabilité de ce décret et ensuite aussi aller rencontrer les personnes qui seraient bénéficiaires de ce décret pour déjà réfléchir et ne pas tomber à une réactivité qui puisse mettre tout un pays ou encore tout un peuple, une population très fragile et vulnérable, exposée à plusieurs autres choses. Et nous pensons que ce plateau vous aiderait à mieux vous concerter avec nos jeunes étudiants. Sûrement, vous êtes en pourparlers et nous attendons des résultats très positifs suite à cela. Merci. Et aux jeunes, s'il vous plaît, continuez à voir l'avenir et n'oubliez jamais que vous avez des droits et tout aussi des devoirs. Merci beaucoup, Génie Lefoba, de la société civile, président de l'ICABO, groupe international. À vous également, Crépin Kéousso, président de l'association Initiative pour la conscience citoyenne et ancien syndicaliste. Chris Gondounou, oui, j'ai retrouvé le nom. Chris Gondounou, membre du Conseil consultatif de la jeunesse. Merci à vous également pour votre attention. Un plateau consacré à la situation des 293 étudiants du campus ENAM. Merci à la réalisation. Merci et au revoir.